Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette keynote sur l'informatique quantique et les paiements. J'espère que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut me faire un check, super. Donc, l'objectif de cette présentation, il est double. En premier lieu, de vous permettre de mieux comprendre finalement les opportunités qu'offre cette rupture technologique qu'est l'informatique quantique. Alors, l'ordinateur quantique, mais plus généralement l'informatique quantique. Comme certains d'entre vous le savent certainement, la promesse de l'informatique quantique, c'est de fournir une puissance de calcul absolument, je dirais, gigantesque. D'accord ? Tellement gigantesque que finalement, à un certain point, nous allons atteindre ce que j'ai l'habitude d'appeler un point de rupture, un point de bascule, au-delà duquel cette technologie sera susceptible finalement de se retourner contre nous, contre la sécurité de nos systèmes d'information. Et c'est le second objectif de cette présentation que de vous présenter cette menace quantique et la manière finalement de l'anticiper, de la contrecarrer. Donc pour ce keynote, j'ai le plaisir d'accueillir auprès de moi donc Marie Soustel de la société Candela. Donc Marie, si tu veux bien nous dire un mot. Bonjour, merci Guillaume. Tout d'abord, merci pour l'invitation et félicitations à tous les organisateurs. C'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler du quantique. Et donc moi, je suis Marie Soustel. J'ai rejoint Candela il y a un peu plus de 4 mois maintenant en tant que responsable des ventes. Et chez Candela, nous, on design et on commercialise des ordinateurs quantiques. Et auparavant, je gravitais déjà dans cet écosystème depuis un peu plus de 3 ans en tant qu'ingénieur commercial dans les technologies habilitantes. Donc j'arrive avec cette double compétence, à la fois ingénieur technique et le côté commercial. Merci Marie pour cette présentation. Et nous avons également le plaisir d'accueillir donc Jean-Charles Faugère de la société Cryptonext Security. Merci Guillaume, merci également pour l'invitation. Donc, je suis Jean-Charles Faugère, CTO et fondateur de la société Cryptonext Security, dont l'objectif est précisément de fournir des solutions de protection par rapport à l'ordinateur quantique, donc ce qu'on appelle cryptographie post-quantique. Merci Jean-Charles. Donc Marie, toi, tu vas nous expliquer en quoi l'informatique quantique, finalement, va révolutionner nos métiers en transposant tout ou partie de nos programmes vers une infrastructure de calcul de type ordinateur quantique ou hybride. Quant à toi, Jean-Charles, tu vas nous expliquer en quelque sorte le revers de la médaille de cette technologie, mais surtout, tu vas t'attarder sur la manière de la contrecarrer, de la préparer, cette menace quantique. Donc, quant à moi, quand même, je me présente. Je suis Guillaume Dabosville, expert sécurité pour le groupement des cartes bancaires. Et donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce panel d'intervenants de premier rang. Marie, je te donne la parole. Et je te donne également le bip. Voilà. Merci. Alors, du coup, comme le disait Guillaume, moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'informatique quantique, mais plutôt en termes d'opportunités, en vous présentant un petit peu où est-ce qu'on en est dans la technologie et en vous montrant un use case qu'on a développé avec un de nos clients industriels. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelques mots sur Candela parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse ici. Alors, Candela, nous sommes une start-up qui a été fondée en 2017. Nous sommes un spin-off d'un laboratoire de recherche qui est basé sur le plateau de Saclay qui s'appelle le C2N, donc le Centre des nanosciences et des nanotechnologies. Aujourd'hui, on compte un peu plus d'une centaine de personnes, dont plus de la moitié sont des doctorants. Et on a réalisé notre seconde levée de fonds en 2023 et on a levé un peu plus de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, Candela, c'est 4 filiales. Donc nos headquarters sont en région parisienne à Massy. On a également une présence à l'étranger avec du coup des bureaux qui sont au Canada, en Allemagne et également en Corée. On a 2 sites de production industrielle, donc notre usine de production qui est elle aussi située à Massy, et une salle blanche pour tout ce qui va être semi-conducteur sur le plateau de Saclay. Notre objectif, c'est de créer le premier ordinateur quantique utile. Alors chez Candela, sans rentrer dans les termes techniques, on va travailler avec des photons, donc la particule élémentaire qui va composer la lumière, et on va avoir une approche qui est complètement full stack, c'est-à-dire que non seulement nous allons designer, produire et commercialiser notre ordinateur quantique d'un point de vue hardware, mais nous allons également développer toute la partie logicielle qui va être nécessaire au-dessus, donc au bon fonctionnement de l'ordinateur quantique, mais également pour le développement d'applications et de cas d'usage client. À ce jour, on a déployé 4 ordinateurs, 2 qui sont dans les locaux de Candela et qui sont disponibles pour tout le monde gratuitement sur notre cloud. Et nous avons également installé un premier ordinateur quantique chez OVH en 2024. Donc ça va faire presque 1 an que l'ordinateur est en production dans leur data center dans le nord de la France.
Et nous sommes en cours de déploiement d'un second ordinateur, cette fois-ci côté Canada, chez Exaion, donc une filiale d'EDF. Ouais. L'informatique quantique, concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui va avoir un autre mode de fonctionnement qu'un ordinateur classique et qui va permettre de résoudre des tâches qui sont trop complexes pour un ordinateur classique à nos jours. Donc, il demanderait par exemple trop de temps d'exécution à l'échelle humaine. En général, on va ranger dans 4 catégories les gros problèmes qu'on va pouvoir adresser avec l'informatique quantique. On va souvent parler du machine learning, de la simulation, de l'optimisation et de la cryptographie. Pour le machine learning, on va utiliser des approches où on va utiliser des ordinateurs classiques et des ordinateurs quantiques en complément, où on va adresser certaines briques uniquement avec la technologie quantique. Ça va nous permettre, par exemple, d'avoir des améliorations sur la précision des modèles ou, par exemple, des temps d'exécution qui vont être plus rapides ou alors, par exemple, nécessiter moins de données pour l'apprentissage de ces modèles de machine learning. Côté simulation, l'informatique quantique, il s'appuie sur les lois de la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit, donc de particules de la taille des atomes. Aujourd'hui, quand on va parler de simulation, on va parler par exemple de simulation de molécules. Ce sont des choses qui sont très complexes en fait à faire aujourd'hui. Typiquement, modéliser une molécule de caféine, c'est quelque chose qui est excessivement difficile. Là, sur les applications qu'on va voir derrière, ça va être des applications, donc, par exemple, dans le domaine médical, créer de nouveaux vaccins, développer de nouveaux médicaments, mais également sur des applications chimie, pour trouver de nouvelles molécules, pour être capable de caractériser, par exemple, des polymères qu'on va retrouver dans beaucoup d'applications industrielles, ou alors regarder tout ce qui peut se passer au niveau des batteries, ou par exemple des structures qui vont composer les panneaux photovoltaïques pour améliorer le rendement. La partie cryptographie, je ne vais pas forcément y revenir beaucoup puisque Jean-Charles en parlera bien en détail par la suite, mais vous avez sûrement entendu aussi parler de l'informatique quantique dans la mesure où une des applications possibles serait de casser les clés RSA et donc de remettre en cause tout le système d'encryption au niveau mondial. Pour la partie optimisation, un des cas d'usage qu'on cite souvent, ça va être celui du commercial itinérant. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser le trajet d'un commercial qui doit se déplacer dans une centaine de villes? C'est une tâche qui est très complexe aujourd'hui sur un ordinateur classique. On arrive à approximer sur des solutions intéressantes, mais qui ne sont pas optimales. On va retrouver dans cette catégorie-là, finalement, toutes les problématiques qui vont être liées à la logistique, avec, par exemple, comment optimiser la gestion d'une flotte de transport. Ou si je me penche sur le domaine plutôt de l'énergie, comment est-ce qu'un fournisseur d'énergie pourrait réussir à, par exemple, mapper sa production d'électricité. Si on parle par exemple d'énergie verte qui vont être des énergies intermittentes type éolienne ou panneaux solaires, avec le flux de consommation des utilisateurs derrière qui va également fluctuer avec le temps et des pics de consommation à des moments différents. En plus de ces 4 catégories de problèmes, un des avantages qu'on verrait sur l'informatique quantique, ce serait par exemple la possibilité de résoudre exactement les mêmes catégories de problèmes, mais de les résoudre plus rapidement. Et là, dans ce cas-là, on aurait également un vrai avantage uniquement sur la partie consommation énergétique, donc avoir un ordinateur qui serait plus vert finalement que les ordinateurs classiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, le marché de l'informatique quantique, on l'estime quand même à 700 milliards de dollars d'ici 2035. Donc c'est des gros chiffres pour un futur qui est finalement relativement proche. Et ça va toucher tous les secteurs d'activité, toutes les industries. Tout à l'heure, je vous parlais un peu du domaine de l'énergie, du domaine de la chimie, mais on voit également des applications donc, dans le domaine financier, banque, finance, assurance, sur la partie pharmaceutique, aérospace, defense, etc. Petit retour en arrière et leçon d'histoire. L'informatique quantique, ça existe finalement depuis assez longtemps. Les bases de l'informatique quantique, elles ont été posées dans les années 1980. Et depuis ce jour-là, il y a énormément de travaux de recherche qui ont eu lieu pour trouver des algorithmes quantiques. Un algorithme quantique, c'est un algorithme qui va présenter une accélération significative en termes de temps d'exécution et de temps de résolution par rapport à des algorithmes classiques. Donc, on ne va pas revenir là en détail sur la totalité de ces algorithmes. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est un domaine d'activité en fait, qui est en évolution permanente. On découvre des nouveaux algorithmes presque toutes les années. Et à chaque fois qu'on va découvrir un nouvel algorithme, on va vraiment débloquer énormément de cas d'usage derrière. Donc c'est un vrai travail conjoint qu'on continue à avoir entre les fabricants d'ordinateurs quantiques, les laboratoires de recherche, mais également tout type de clients industriels pour qu'on arrive à trouver
un algorithme qui est un véritable avantage industriel par la suite. Et concrètement, où est-ce qu'on en est sur les ordinateurs quantiques? Tout à l'heure, je vous disais que chez Candela, on a déployé 4 ordinateurs. Les ordinateurs qu'on déploie aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qu'on va appeler dans l'ère du NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Computer. C'est-à-dire que ce sont des ordinateurs qui sont bruités, qui sont imparfaits et qui concrètement n'ont pas des puissances de calcul qui sont suffisantes pour pouvoir faire tourner tous les algorithmes dont on a parlé et évoqué tout à l'heure. En revanche, on va quand même être capable de créer certains algorithmes et d'avoir certains cas d'usage qu'on peut faire tourner sur ces machines, où on va être sur des approches qui vont être hybrides, c'est-à-dire qu'on va utiliser le meilleur des deux mondes, l'informatique classique avec des algorithmes qui fonctionnent très bien, sur lesquels on va ajouter une brique quantique. Là encore, pour vous donner un petit peu un horizon, aujourd'hui, on est capable de simuler tous les ordinateurs quantiques du marché. Nous, chez Candela, on travaille avec des photons. On est capable de simuler jusqu'à 30 cubiques photoniques, donc 30 photons, sur des CPU et GPU, donc dans les meilleurs supercalculateurs actuels. Aujourd'hui, les plateformes qu'on commercialise, elles sont de l'ordre de 12 photons. D'ici la fin d'année, on arrivera à 24 photons. Et courant 2025, on passera la barre des 48 photons. Donc là où le point de bascule, comme tu mentionnais tout à l'heure, Guillaume, s'effectuer, où on sera sur des solutions quantiques qu'on n'est plus capable de simuler avec nos ordinateurs actuels. Ce qui nous amène finalement sur l'ère du LSQ, donc le Large Scale Quantum Computer, qui vont être des ordinateurs quantiques parfaits, non bruités, avec des puissances de calcul suffisantes pour utiliser des algorithmes à leur plein potentiel. Là, je vous ai mis 3 petits points. On ne sait pas exactement quand est-ce que cette ère va arriver. On entend beaucoup parler de 2030, de 2035 pour les premiers ordinateurs non bruités. Mais là, on parle seulement d'ordinateurs non bruités, mais qui n'auront pas forcément des puissances de calcul nécessaires pour, typiquement, tout ce qui va être casser les clés RSA. Là, c'est l'algorithme de Shor que je vous ai marqué, 4000 qubits logiques. On en est encore finalement très, très loin. En revanche, comme je vous le disais, on arrive à tout de même implémenter des cas d'usage qui sont intéressants sur nos machines actuelles, qui sont nos machines qui sont bruitées et imparfaites. Alors, ce cas d'usage-là, on l'a réalisé avec un client industriel français sur de la détection d'anges déchus. Un ange déchu, c'est un client qui a soumis un prêt et qui ne serait pas en mesure de le rembourser. Donc c'est une tâche qui est très intéressante pour les établissements financiers. Aujourd'hui, c'est une tâche de classification qui est très complexe, où en termes de performance sur le benchmark global, on arrive à détecter dans 28% et à classifier correctement cet ange déchu, 28% des cas. L'idée de notre approche a été d'utiliser une approche hybride, donc en utilisant des classifiers classiques, donc des modèles classiques de machine learning qui fonctionnent très bien aujourd'hui, et de rajouter une brique quantique par-dessus. L'idée, c'était d'avoir des arbres de décision finalement en machine learning classique et d'avoir des arbres de décision en machine learning quantique, donc on va appeler Quantum Random Forest. Et ces arbres de décision vont chacun donner un résultat. Ce résultat, on va venir le sommer avec des pondérations différentes pour créer un indice de confiance quant à ce payeur et définir s'il doit être classifié ou non en tant qu'ange déchu ou en tant que client fiable. En termes de résultats, on a réussi à obtenir une amélioration relative de l'ordre de 10% sur le modèle classique, comparé au modèle classique, en passant du coup de 28% à quasiment 31% de prédictions positives. Donc ça, c'est voilà, un exemple de cas d'usage qu'on a été en mesure de développer. Il y a plein d'autres exemples qu'on est en train de regarder. Donc on peut parler notamment de la partie option pricing ou tout ce qui va tourner autour de la détection de fraude. Merci beaucoup Marie pour ta présentation et cette présentation du cas d'usage donc des anges déchus qui va me servir de base moi, pour ma partie. Donc moi je vais essayer de mettre ce que nous a présenté Marie dans la perspective de notre métier de monéticien en prenant un cas d'usage, alors si je passe pas les slides ça va pas le faire, un cas d'usage qui est propre à notre métier et qui est le cas d'usage du paiement sécurisé e-commerce, notamment à travers la solution Faster by CB. Donc, quel est ce cas d'usage? Très rapidement, mais lorsque vous faites des achats sur Internet, donc sur le site de votre e-commerçant préféré, donc en l'occurrence Bracketplace, qui est un revendeur d'équipements informatiques pour construire son propre ordinateur quantique. Donc, lorsque vous avez terminé vos achats, vous vous rendez naturellement sur la page de paiement. Vous indiquez votre numéro de carte, date de fin de validité, les 3 chiffres qui se trouvent au dos de votre carte. Fort de ces informations, le commerçant il va chercher à
en vérifier la validité et vérifier surtout que vous êtes le porteur légitime qui est en train de faire la transaction. Pour cela, il va s'adresser à un service interbancaire, le service Faster, qui va pouvoir le mettre en relation avec l'ensemble des banques françaises, et notamment la banque du porteur. Une fois cette mise en relation réalisée, la banque du porteur va devoir prendre une décision, donc soit refuser la transaction parce qu'elle pressent qu'elle est frauduleuse, soit l'accepter, en tout cas continuer qu'elle se réalise, potentiellement en faisant ce qu'on appelle un challenge, c'est-à-dire en contactant son porteur pour vérifier qu'il est bien l'utilisateur légitime du moyen de paiement. Mais en tout cas, il prend l'une de ces décisions, refus ou continuer la transaction. Pour prendre cette décision, notre banque, elle se base sur une donnée technique qu'on appelle le score. Le score, c'est une valeur qui est entre 0 et 99. 0, la transaction est légitime, 99, elle est très probablement frauduleuse. Ce score, il est fourni par le service Faster, qui lui-même s'appuie sur ce que l'on appelle un module de scoring. Et ce module de scoring, ce qu'il fait, donc c'est un algorithme, qui prend en entrée tous les inputs techniques de la transaction qui est en cours de réalisation, qui passe ces inputs à travers la moulinette orange que vous voyez, pour finalement en sortir un score. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ce qui est intéressant de noter ici, vous voyez, c'est que ce module de scoring, cet algorithme, c'est un algorithme de classification qui est donc issu de ce qu'on appelle le machine learning et qui s'appuie sur le 1,5 milliard de transactions que le service Faster va passer tous les ans pour faire son apprentissage. Et donc on voit finalement la similarité entre ce cas d'usage qui est propre à notre métier et celui qu'a décrit Marie juste avant, parce qu'on utilise également ces algorithmes de classification de type random forest. D'accord ? Donc voilà un cas d'usage concret pour nos métiers, pour lequel on pourrait utiliser peut-être l'informatique quantique, mais pas l'informatique quantique dans 10 ans, l'informatique quantique aujourd'hui avec les capacités de calcul actuelles. Donc je ne sais pas si vous êtes ébahi par ce cas d'usage qui est très spécifique, certes. Je vous rassure, au fur et à mesure que la technologie va franchir des étapes technologiques, le nombre de cas d'usage, il va fleurir, le champ des possibles va s'ouvrir. Encore une fois, jusqu'à atteindre ce fameux point de bascule au-delà duquel la technologie va se retourner contre la sécurité de nos propres systèmes. Et pour toucher un peu du doigt quelle est cette menace qui pèserait sur nos systèmes, restez assis, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. On reste sur le même cas d'usage. Ce même cas d'usage qui pourrait bénéficier finalement des opportunités sera à terme menacé. Pourquoi? Parce qu'il utilise pour sécuriser ses communications un protocole qui s'appelle le protocole TLS, pour Transport Layer Security, qui est énormément utilisé, énormément déployé. Et bien ce protocole, il est menacé par l'informatique quantique à terme. Et c'est tout l'enjeu de la seconde partie de notre keynote que de vous présenter la menace quantique, mais surtout les moyens qui vont nous permettre de l'anticiper et de la contrecarrer. Je donne la parole à Jean-Charles pour nous présenter cela. Merci Guillaume. Donc effectivement, petit rappel, la société CryptoNext Security, l'objectif c'est précisément de fournir des solutions de cryptographie nouvelle génération, dites crypto post-quantique, pour se prémunir de la puissance des attaques de l'ordinateur quantique. Donc CryptoNext est une société spin-off de l'INRIA, de Sorbonne Université et du CNRS, et donc qui a comme objectif de fournir ces solutions de cryptographie post-quantique. Donc on participe à un certain nombre d'organismes de standardisation au niveau international, donc essentiellement aux États-Unis. On peut citer par exemple le NIST. J'ai participé à plusieurs compétitions pour le renouvellement de la cryptographie à clé publique, et puis aussi des organismes comme le NCCOE ou l'IETF, qui est l'organisme principal de standardisation de l'Internet. Et puis donc, CryptoNext, on a déjà réalisé avec un certain nombre de clients prestigieux des premières expérimentations de déploiement de cryptographie post-quantique. Juste pour citer quelques exemples de clients qui ont fait des retours avec nous, comme la Banque de France. On a fait plusieurs pilotes avec la Banque de France ou aussi très récemment avec la Commission européenne qui teste ces solutions de cryptographie post-quantique dans leur environnement.
Et puis, donc, vous voyez aussi pas mal par thématique, beaucoup de clients dans le domaine bancaire, dans le domaine de la défense, ou aussi dans le domaine de l'énergie. Donc, je ne vais pas revenir sur la puissance de l'ordinateur quantique, effectivement, qui a tout un tas de promesses fabuleuses. Le seul problème, c'est qu'il est tellement puissant que c'est qu'il va être en capacité de casser toute la cryptographie à clé publique, et de manière radicale. Sans pouvoir, ça ne servira à rien de doubler, quadrupler la taille des clés. Donc c'est vraiment une attaque systémique. Donc vraiment, la menace, c'est sur la cryptographie à clé publique. Et donc il faut savoir que cette menace a été prise suffisamment au sérieux par des organismes de standardisation, notamment aux États-Unis. Ici, vous avez un slide sur l'effort de standardisation qui a démarré dès 2016, et donc qui a abouti l'année dernière à des premiers algorithmes standardisés. Donc il y a des documents FIPS, on appelle, où il y a un certain nombre d'algorithmes qui ont été standardisés. Donc maintenant, on est dans un monde où il existe déjà des algorithmes complètement standardisés qu'on peut utiliser en production. Alors, un deuxième message de ce transparent, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde où avant, il y avait essentiellement RSA qui permettait de tout faire, à un monde où maintenant, les choses sont plus compliquées. Vous avez des algorithmes pour le chiffrement, des algorithmes pour la signature, et surtout plusieurs algorithmes qui permettent de faire ces opérations. Donc, premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté, aussi des spécificités géographiques. C'est-à-dire que, évidemment, les principaux acteurs, c'est les États-Unis avec le NIST, mais il faut citer également d'autres algorithmes qui sont recommandés par des agences européennes, et donc qui sont, par exemple, standardisés à l'ISO. Donc, vous avez maintenant plusieurs algorithmes, donc une complexité accrue par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors, pourquoi il faut s'en préoccuper dès maintenant, même si les ordinateurs quantiques sont en train d'être de plus en plus puissants? On pense qu'il n'y a pas encore d'ordinateur quantique à l'instant T suffisamment puissant pour casser la crypto actuelle, et heureusement. Mais il y a une menace qui est réelle, c'est ce qu'on appelle le Harvest Node Decrypt Letter, c'est-à-dire qu'on est capable de stocker toutes les données qui transitent sur les réseaux, c'est juste du stockage. Donc ça, on sait qu'un certain nombre d'organismes font cette démarche-là, et de ressortir dans 5 ans, 10 ans ces données et le déchiffrer. Et pour les données qui auront encore une valeur dans 10 ans, eh bien, ça peut être critique d'être capable dans 5 ans ou 10 ans de déchiffrer ces données, d'exposer ce qu'il y avait dans ces communications. Donc, une des raisons pour lesquelles il faut se prémunir dès maintenant de cette menace. La deuxième raison, c'est que non seulement il y a des standards maintenant, mais il y a également des recommandations fortes pour interdire l'utilisation de, par exemple, RSA. Donc dès 2030, il va être l'usage de RSA va être deprecated, et puis à partir de 2035, il va être carrément interdit. Donc là, ça veut dire que le compte à rebours, il est vraiment engagé. Si on veut respecter ces injonctions, il va falloir faire cette transition rapidement. Et donc, deuxième élément à prendre en compte, c'est la durée de vie d'un certain nombre d'objets dans lesquels il y a de la cryptographie. Quand vous avez des objets qui ont une durée de vie de 10 ans ou plus, quand vous fabriquez un avion, quand vous fabriquez un porte-avions ou n'importe quel matériel, eh bien, c'est maintenant, à la sortie, si vous le fabriquez maintenant, il va être utilisé encore dans 10 ans. Et dans 10 ans, on estime qu'il y aura des ordinateurs quantiques suffisamment puissants. Donc, il faut s'en préoccuper maintenant. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut vraiment prendre ce sujet de la cryptographie post-quantique et engager la transition. Alors nous, notre vision sur comment on voit cette migration, comment faire, parce que c'est compliqué. On va passer d'un monde où il y avait uniquement de la cryptographie classique RSA à cette cryptographie, à plusieurs algorithmes, tous les protocoles vont être modifiés, donc c'est complexe. Nous, notre vision de la transition, c'est un processus qu'on peut découper en 4 phases. Un processus, premièrement, d'évaluation. Donc là, c'est par exemple ce que fait le groupement des cartes bancaires avec Guillaume, qui va évaluer en fait déjà les solutions existantes de cryptographie post-quantique, de voir quels sont les impacts. Ça permet de comprendre les algorithmes, ce qui ne change pas, les impacts sur le nombre de transactions par seconde qu'on va être capable d'effectuer avec un protocole. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est d'avoir des outils qui vont permettre de faire l'inventaire et ce qu'on appelle aussi le crypto-analytics de qu'est-ce qui transite sur vos réseaux
qu'est-ce que vous avez dans vos codes comme cryptographie, de faire tout cet inventaire. Donc ça va être très important pour prioriser. Tout n'est pas forcément à migrer rapidement, mais encore faut-il avoir une cartographie claire. Troisième étape, la remédiation. Bon, ça va être remplacer les briques petit à petit par des briques qui vont être résistantes à l'ordinateur quantique. Et éventuellement être capable de le faire de manière très peu invasive. C'est par exemple ce qui va être démontré par Guillaume tout à l'heure, donc d'avoir des solutions par exemple de double tunnel. Donc vous avez un tunnel TLS, vous ne pouvez pas pour X raisons le modifier, c'est trop coûteux pour l'instant de modifier les applications qui utilisent ce tunnel HTTPS, et bien néanmoins vous pouvez le faire passer dans un deuxième tuyau qui lui est résistant à l'ordinateur post-quantique sans rien changer dans vos applications. Et puis la dernière étape qui est très importante, c'est ce qu'on va appeler le management de la crypto-agilité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on passe d'un monde simple à un monde complexe. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir centraliser l'usage de la cryptographie. Donc de définir des politiques de cryptographie dans lesquelles on va dire, pour faire de la signature, il va falloir utiliser tel algorithme. Pour faire du chiffrement, il va falloir utiliser tel algorithme. Donc avoir un niveau d'abstraction qui permet que dans les applications métiers en particulier, ce ne soit plus le développeur qui décide d'utiliser RSA à tel niveau de sécurité, mais c'est délégué à ce niveau de crypto-agilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et ça permet aussi de répondre juste à une simple question. Qu'est-ce que vous utilisez dans votre entreprise comme cryptographie ? Et en général, personne ne sait répondre à cette question, parce qu'il y a de la cryptographie, il y en a partout. Et ça peut être hétérogène et il n'y a pas de centralisation de cette notion de cryptographie. Donc là, vous voyez sur le transparent aussi quelques vues de la solution de discovery de CryptoNext qui vous permettent de manière simple d'avoir des dashboards qui vous disent, par exemple, le TLS que vous utilisez, quand c'est en rouge, ça va être très mauvais, en orange, c'est acceptable, en vert, c'est la cryptographie post-quantique. Alors, ce qu'il faut, et ça je voudrais insister sur ce point, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même important. Donc, les GAFAM, pour ce qui est par exemple du TLS, eh bien ça y est, déjà, tous les navigateurs, Chrome, Safari, Edge, etc., embarquent de la cryptographie post-quantique, au moins partiellement. Ça d'un côté, du côté des clients, et du côté des serveurs, eh bien, ils embarquent également de la cryptographie post-quantique. Et donc, par exemple, on peut citer des acteurs comme Google. Quand vous faites une simple recherche maintenant sur Google, eh bien, c'est déjà en cryptographie hybride classique post-quantique. Vous avez des acteurs comme Cloudflare qui représentent un tiers du trafic mondial qui sont déjà passés à du post-quantique. Et pour vous montrer donc quelque chose d'un peu spectaculaire, je trouve, c'est l'évolution en un an. On est passé, il y a un an, donc ça c'est des statistiques sur l'utilisation du HTTPS au niveau mondial. Il y a un an, personne n'a utilisé de la cryptographie post-quantique. Maintenant, j'ai regardé ce matin, on est à 38% d'utilisation de cryptographie post-quantique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. La transition extrêmement rapide qu'il y a eu sur ce sujet. Et donc, on peut se dire, si pour une simple requête sur Google, on a droit à de la cryptographie post-quantique, peut-être quand on fait une transaction bancaire, quand on utilise une carte bancaire, on serait en droit d'attendre le même niveau de sécurité. Et donc, je repasse la main à Guillaume. Merci beaucoup, Jean-Charles. J'en profite pour mentionner, je manque décidément à tous mes devoirs, que vous pouvez poser vos questions ici en flashant le QR code et on en prendra, si on a le temps, une ou deux questions en fin de cette keynote. Donc, pour reprendre la présentation et la proposition de Jean-Charles, donc de préparer finalement l'avènement de l'informatique quantique et donc de s'y préparer, je reprends mon cas d'usage du paiement sécurisé en e-commerce. Je garde ce cas d'usage comme fil conducteur. Vous voyez, je ne me suis pas trop creusé la tête. Un cas d'usage, une keynote. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans ce cas d'usage, les différentes composantes là, qui permettent de faire l'authentification du porteur in fine, elles communiquent entre elles, ces composantes, à travers le fameux protocole TLS qui est massivement déployé et qui utilise de manière abondante de la cryptographie et qui est donc menacé à terme par l'informatique quantique. Il faut donc
non pas sauver le soldat Ryan, mais migrer ce lien TLS vers un lien TLS post-quantique. Donc, pour cela, nous avons mis en place une expérimentation fin d'année 2024 avec CryptoNext Security pour nous intéresser justement à comment est-ce qu'on met en place cette transition et quel est le niveau de dégradation en termes de performance que nous allons subir lorsque nous allons passer à un TLS post-quantique. Jean-Charles vous l'a dit, c'est des algorithmes quand même assez conséquents en termes de taille, en termes de calcul. Donc on s'attend à avoir une dégradation. Donc nous avons pris, donc il s'agit très clairement d'une plateforme d'expérimentation, on est bien d'accord. Donc on a 2 serveurs, ici un commerçant et un serveur de type Faster, qui sont tous les 2 reliés par un lien TLS et qui sont, pour les besoins de l'expérimentation, pilotés par un PC à l'extérieur du data center. Et comme l'a déjà indiqué Jean-Charles, nous n'avons pas choisi de passer ce lien TLS natif, si je puis dire, vers un lien TLS post-quantique. Ce que nous avons choisi de faire, c'est une solution beaucoup moins intrusive qui consiste à insérer 2 proxys, alors on les appelle proxy QPTLS pour Quantum Proof TLS, qui sont responsables, donc un en sortie finalement du système d'information, ah oui, si je montre là ça ne va pas, un en sortie du système d'information de notre commerçant et un second en entrée du système d'information de notre service Faster. Et les deux proxys ont la responsabilité de créer un tunnel TLS post-quantique englobant. Donc on est très clair, hein, il y a ce tunnel TLS natif qui est toujours présent, qui est englobé, qui passe à travers un second tuyau englobant qui est le tunnel TLS post-quantique. Et à partir de cette configuration de plateforme de test, on s'est amusé tout simplement à regarder les performances de ce système. Donc il me faut pour ça vous décrire cette figure. Alors on m'a autorisé à me lever, donc j'en profite. Vous avez ici, en abscisse, finalement, la puissance de calcul que l'on dédie à notre plateforme d'évaluation. Je gêne peut-être des gens ici. Je vais peut-être me rasseoir. Donc, vous avez en abscisse la puissance que l'on dédie à notre plateforme d'évaluation. Et vous avez en ordonnée le nombre de transactions TLS par seconde que l'on est capable de créer en fonction de la puissance que l'on a dédiée à notre plateforme de test. La courbe bleue que vous voyez en haut, c'est notre courbe de référence, c'est notre étalon. C'est les performances de la plateforme de test lorsque l'on ne met pas en place les proxys TLS. Donc c'est la performance brute du lien natif TLS. Tandis que toutes les autres courbes de couleur en dessous sont des courbes donc, de performance lorsque l'on utilise les proxys TLS avec des configurations algorithmiques post-quantiques différentes les unes des autres. Une couleur, une configuration algorithmique spécifique. La première remarque que l'on peut faire sur ce graphique, c'est que, hormis pour la courbe marron qui est tout en bas, qui se détache des autres courbes, qui subit effectivement une forte dégradation en termes de performance, toutes les autres courbes qui se situent entre la bleue, donc qui est tout en haut, hein, entre la bleue et la marron, toutes les autres courbes, finalement, sont au coude à coude. Elles tiennent dans un mouchoir de poche. D'accord ? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que parmi ces courbes de couleur entre la bleue et la marron, il y en a une qui est un petit peu particulière, c'est la courbe rose. La courbe rose, elle a une configuration algorithmique spécifique parce qu'elle met en place, elle met en œuvre, ce que mentionnait Jean-Charles, c'est la technique d'hybridation. Elle utilise à la fois de la cryptographie post-quantique, certes, mais elle combine cette algorithmie avec de la cryptographie classique, telle que recommandée en fait par les agences gouvernementales européennes, dirons-nous. Et ce qu'on voit, et c'est le sens de la deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas de perte de performance à faire de l'hybridation. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que nos agences gouvernementales nous incitent très fortement à mettre en place cette technique d'hybridation. La troisième remarque est en fait plutôt une question. C'est, étant donné ces performances, c'est bien joli, on a des belles couleurs, c'est sympa, mais qu'en est-il des performances de notre système Faster ? C'est ça l'objectif.
Eh bien, étant donné les chiffres qui m'ont été remontés par les équipes, l'exigence de performance d'un service tel que Faster se situe, pour prendre une fourchette un peu large, entre 200 TPS et 500 TPS. Donc peut-être, à part la courbe marron qui pourrait être jugée un peu limite, toutes les autres courbes, dans toutes les autres configurations, tous les autres algorithmes post-quantiques permettraient, en tout cas dans le cadre de notre expérience, de satisfaire l'exigence pour cette expérimentation, pour ce cas d'usage. Donc, pour conclure rapidement sur cette expérimentation en particulier, donc, elle nous fournit des résultats tout à fait encourageants. Elle plaide en faveur de migrer vers une cryptographie post-quantique, voire de migrer vers une cryptographie post-quantique et hybridée. D'accord ? Il est temps donc pour nous d'arriver, oui, mais surtout de conclure cette keynote. Donc j'espère que nous avons réussi à vous convaincre que l'informatique quantique, avant d'être une menace, sera en réalité une source de progrès formidable. Que certes, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, c'est quand même pas si facile que ça de trouver des cas d'usage sur lesquels la technologie peut aider, peut apporter une vraie plus-value. Il faut quand même regarder dans le détail, il faut se creuser un peu la tête. Mais fort heureusement, avec les étapes technologiques que va franchir cette technologie, le nombre de qubits disponibles va se démultiplier. On va pouvoir exécuter de plus en plus de programmes complexes avec une meilleure stabilité. Donc clairement, les cas d'usage ils vont fleurir, le champ des possibles va s'ouvrir. Encore une fois, jusqu'à atteindre ce fameux point de bascule que j'ai déjà mentionné en introduction. Point de bascule à partir duquel, finalement, cette technologie va se retourner contre la sécurité de notre propre système d'information. Et fort heureusement, j'espère qu'on aura aussi réussi à vous convaincre que nous avons d'ores et déjà les armes à notre disposition qui nous permettent d'anticiper cette menace et de la contrecarrer. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Et on peut prendre, je pense, des questions. Et on a quelques minutes. Donc, je regarde sur la tablette si vous avez posé des questions. Peut-être une première question, je vois. Probablement plus à destination de toi, Marie. Donc, faut-il investir dès maintenant dans la formation et l'expérimentation quantique ou attendre que la technologie arrive à maturité ? Alors là, du coup, je vais un peu plaider pour ma paroisse forcément, mais oui, en fait, dès aujourd'hui, il y a un intérêt en fait à investir dans ces technologies. Comme tu le disais, Guillaume, en fait, on est sur une technologie aujourd'hui où on essaye de trouver quels seront les avantages quantiques en fonction des différentes applications métiers. Donc c'est un travail qu'on doit faire finalement conjointement aussi avec les sociétés pour développer des cas d'usage qui ont un véritable avantage. Au-delà de ça, former les équipes tout simplement. On a certains de nos clients industriels qui ont déjà des équipes qui travaillent sur l'informatique quantique. Si on essaye de faire le parallèle avec une autre technologie qui a été en plein essor ces dernières années, c'est un peu la même voie que l'IA en fait, que suit le quantique. Où si on investit en fait dès aujourd'hui pour former les équipes, pour réussir à identifier des cas d'usage, pour réussir à faire des premières preuves de concept, on va également être en mesure de mapper finalement les cas d'usage qui vont être utiles avec une vraie valeur pour les industries, avec les roadmaps des différents fabricants, pour avoir une idée et une vision beaucoup plus claire de ce qui va se passer dans les années à venir. Mais on est déjà en mesure d'avoir des cas d'usage qui fonctionnent, qui sont implémentés sur des machines. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé sur la présentation de l'ancien cas d'usage, mais c'est un algorithme qu'on a fait tourner sur un véritable ordinateur quantique et pas uniquement sur un simulateur. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent maintenant, et on a besoin, en fait, tout le monde d'être concentré, d'aller dans la même direction pour arriver à cet avantage quantique. Effectivement, finalement, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'il faut expérimenter d'une part pour se préparer face à la menace, mais il faut aussi expérimenter pour saisir les opportunités pour son propre métier.
Alors, dans la liste des questions, pour équilibrer un petit peu, j'ai trouvé une question pour toi, Jean-Charles. Donc, la question est la suivante. Donc, vous avez indiqué que les algorithmes de cryptographie post-quantique sont maintenant donc, standardisés et publiés par le NIST, et que le protocole TLS post-quantique est de plus en plus utilisé dans le trafic Internet, et donc notamment effectivement par les GAFAM, comme tu l'indiquais dans ta présentation. Donc, la question elle est la suivante. Est-ce que ce sont juste les GAFAM qui utilisent le TLS post-quantique ou est-il également standardisé? Alors effectivement, on focalisé sur TLS, qui est donc une des applications principales. En termes de protocole, il y a tout un tas d'autres. Tous les protocoles sont en cours de révision à l'UETF normalement, mais aussi dans d'autres organismes de standardisation plus métiers. Donc on peut citer par exemple le VPN, le chiffrement des mails. Dans TLS même, on va utiliser des certificats avec 509. Donc il y a tout un effort assez important sur la standardisation et pas uniquement de TLS. Alors, et effectivement, et ce n'est pas uniquement les GAFAM qui font ça, ils sont toujours en avance, mais par exemple, on peut citer des très grandes banques américaines qui ont déjà des Gantt à 10 ans pour la transition vers la cryptographie résistant à l'ordinateur quantique. Donc ils ont des équipes, ils ont plusieurs équipes, des équipes qui vont faire l'inventaire, des équipes qui vont faire la remédiation. Donc effectivement, au niveau industriel, il existe déjà un certain nombre d'acteurs, beaucoup aux États-Unis, qui ont pris à bras-le-corps ce problème de la transition. Merci Jean-Charles. Écoutez, je vois qu'il reste le temps file. Je pense qu'on va pouvoir conclure cette keynote. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux très chaleureusement pour m'avoir aidé à préparer cette keynote et avoir participé activement à sa présentation. Donc, je pense on peut les applaudir, s'il vous plaît. Je voulais aussi, puisqu'il reste quand même 2 minutes, en profiter pour remercier quelques personnes en interne de chez SCB, parce que cette expérimentation là, sur le TLS post-quantique, je ne l'ai pas réalisée tout seul, comme vous en doutez. Donc, je voudrais remercier notre service informatique SCB pour la mise à disposition des ressources qui vont bien en termes de réseau, en termes de machines. Donc, leur aide a été très clairement très précieuse. Et je voudrais aussi remercier spécifiquement mon collègue Emmanuel Lechevoire pour m'avoir aidé à mettre en place cette plateforme de test, mettre en place tout l'environnement. Voilà, il y a beaucoup de détails qui sont passés là sous le tapis pour pouvoir mener à bien tous ces tests de performance. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et voilà, on est très, très content d'avoir fait cette expérimentation qui a justement permis à différentes équipes de travailler entre elles. Donc c'est aussi un côté très positif que je voulais partager avec vous. Voilà, merci à tous et bonne continuation.